Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission où on peut dire un podcast vu que ce sera principalement vocal, mais je ne suis pas tout seul puisque aujourd'hui je suis avec une ex-archéologue qui est sous le pseudo de Tanis. Salut Tanis, ça va bien? Salut, ça va bien, merci. Bah écoute, je suis très content de faire cette petite émission avec toi, surtout qu'on va parler un petit peu de nos passions et le problème c'est que je me doute que si on se lâche tous les deux, on va sûrement parler pendant des heures, mais ça va pas être le but. Là, on va essayer de se centrer vraiment sur le sujet de cette émission qui est la vérité sur le métier d'archéologue, c'est-à-dire tout ce qu'on pense de vrai mais qui est faux, et vraiment voir les bons côtés et les mauvais côtés, de par justement ton expérience de terrain, voilà, directement avec une vraie archéologue qui pourra nous expliquer tout ça. Donc bah écoute, on va commencer par te présenter, hein, si tu peux expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu as fait en tant qu'archéologue, le nombre d'années, etc. Nous parler de toi un petit peu quoi. Alors, j'ai commencé dans les années 2000, il me semble, Ouais. avec un DUG en archéologie. D'accord, Doug en archéologie, ouais. Après, j'ai fait la licence en archéologie. D'accord. J'ai Ah oui, fait parce une que maîtrise en archéologie. t'es passé au moment où il y a eu le switch Doug licence. Voilà. Ah ouais, moi aussi j'ai eu ça. Non, non, il y a eu DUG. J'ai fait DUG, licence, maîtrise, et après, c'est passé au master, tout ça. Donc, j'ai fait master recherche et après master professionnel. Ça fait quoi? Ça fait 6 ans du coup? Écoute, ça doit faire, non, 5. Parce que le master c'est Ouais, 5. non, ouais, 6 avec ouais, 2 années de DUG, oui. D'accord. Donc ça c'était les formations. Alors ça je voulais parler justement des formations un petit peu pour être archéologue. Je sais pas trop ce qu'il en est aujourd'hui, mais apparemment donc il y aurait des licences archéologie. Je sais que justement pas loin de la fac, à la fac d'Aix, pas très loin de chez moi, je crois Ouais. il y a une licence d'archéologie Oui, justement. oui, tout à fait, je confirme. Voilà. T'étais là-bas? Non, pas du tout. Moi, j'étais à Paris, Paris, d'accord. à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. D'accord. Et il y a beaucoup d'universités en France qui font le cursus archéologie? Bah écoute, à Paris, il y en a au moins déjà deux. Je sais qu'il y en a une à Bordeaux, une à Montpellier, une à Aix. À Clermont aussi, ils le font, à Clermont-Ferrand. Puis il Mhm. doit sans doute y avoir aussi à Lyon, je pense. Alors pourquoi t'es pas allé à Clermont vu que t'habites à côté? Ah ben non, parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris. Ah, ça explique tout. J'ai déménagé bien après. Ok. Bon, donc du coup, c'est directement, tu finis le bac et tu as des cursus archéo direct. Ouais, Donc ça, c'est direct. 3 ans. Donc soit tu restes à la licence, soit tu fais un master en 5, soit évidemment Oui. tu poursuis sur des doctorats, je présume qu'il doit y avoir des doctorats. Oui, tu peux faire un doctorat après, oui. D'accord. Et est-ce que tu as pris toi des spécialités ou comment ça se passe après durant le cursus peut-être Alors en DUG et licence, en général, c'est plus de la généralité. En licence, tu as quelques petites options, mais tu commences à te spécialiser après, à partir de la maîtrise et surtout du master maintenant. Mhm. Moi, en maîtrise, j'avais fait l'archéologie de la Mésoamérique. D'accord. Donc tout ce qui est un peu les Aztèques et compagnie quoi. Voilà, les Mayas, les Aztèques, donc tout ça. C'est cool. J'avais fait aussi l'Amérique du Sud, donc j'avais fait aussi le Pérou, les Incas. Mhm. Bah, c'est très Après, bien. j'ai fait, lors de mon master 2 recherche, Ouais. là, je me suis spécialisée en archéobotanique, et plus D'accord. précisément en anthracologie. Anthracologie. Alors vas-y, explique-nous ce mot qui sort de nulle part là. Alors, tout simplement, c'est l'étude des charbons de bois Waouh. Alors pourquoi qu'on avoir retrouve choisi très soi? facilement sur les sites. Alors pourquoi? Moi, j'adore le bois, j'adore cette matière. Ouais. Et puis, on en retrouve partout, quoi, du bois. C'est, Oui. c'est, c'est partout, partout. Alors c'est étonnant parce qu'on se dit pourtant le bois ça pourrit etc. Et finalement non, on trouve des bouts de bois de 2000 ans, on peut en retrouver. Et ben justement, le fait qu'en fait, qu'ils soient carbonisés, c'est Ouais. ce qui les préserve le mieux. Même si on en trouve dans d'autres contextes humides ou autres, quand ils sont desséchés. Mais la carbonisation, c'est ce qui va vraiment plus les protéger. D'accord. Donc ça du coup c'était vraiment le boulot finalement que t'as fait par la suite. Tu t'es spécialisé dans ça, donc c'est ce que tu faisais sur le terrain. Alors, je faisais ça, et en même temps, je faisais aussi technicienne de fouille. Je faisais un peu les deux selon les contrats, parce que j'avais des CDD, donc voilà, Ouais. selon ce que je trouvais. D'accord. Ok. Bah justement, explique-nous un peu toutes les voies possibles une fois qu'on est archéologue ou qu'on est dans la branche. Qu'est-ce qu'on peut faire pour
avec ça, en fait, est-ce qu'on peut travailler dans un musée? Comment on fait pour aller sur le terrain? Est-ce que c'est auprès de l'INRAP? Est-ce qu'il y a d'autres instituts peut-être? Alors, l'essentiel, c'est vrai que c'est l'INRAP qui Mhm. engage un peu plus de monde. Après, il y a le CNRS, mais c'est sur concours, donc très Ouais, très difficile d'accès. Il y a aussi des sociétés privées d'archéologie en France. d'accord. Il y en a quelques-unes. Je peux citer EVA par exemple, Mhm. mais il y en a d'autres qui existent. Qui sont Ça, c'est ciblés qu'en vraiment France. les. Ils font vraiment que des fouilles en France, eux. En général, c'est plutôt la France, mais bon, ils peuvent décrocher les contrats à l'étranger s'ils veulent, hein, mais plutôt la France. Non, Et pour l'INRAP, les musées, c'est pareil, il faut faire un concours pour être dans un musée. Donc, d'accord. Ouais, pour faire quoi en fait dans un musée par exemple? bah, conservateur du patrimoine. D'accord. Donc conservateur, il faut quand même avoir fait un cursus d'archéo. Ah bah oui, vaut mieux vu le concours, parce que moi justement j'ai tenté le concours et c'est la catégorie A, c'est très difficile et oui, il faut une bonne base d'archéo derrière. D'accord. Ok. Bah c'est très intéressant ça. Alors INRAP, pour ceux qui savent pas, rappelle-nous ce que signifie cet acronyme. Alors c'est l'Institut national de recherche archéologique préventive. C'est ça. Donc en gros, c'est par exemple quand j'ai déjà vu ça à Fréjus notamment, quand on prévoit de construire un immeuble, par exemple, on fait des fondations et pouf, tiens, mince, on trouve des murs anciens. Allez hop, on fait appeler l'INRAP pour fouiller un peu tout ça avant de construire l'immeuble, quoi. C'est ça, complètement, oui. Voilà. Et il y a que l'INRAP qui fait ça. Alors l'INRAP, comme c'est l'institut qui est national, quoi, c'est lui qui fait tous les diagnostics en France. Mhm. Quand il y a des travaux, il fait vraiment tous les diagnostics. Et après, si les gens peuvent obtenir des contrats, les sociétés privées ou l'INRAP ou n'importe qui, pour les fouilles. Mais le diagnostic sera toujours fait par l'INRAP. D'accord. Bah écoute, si tu veux nous parler de quelques exemples de fouilles que tu as fait et comment t'as montré en fait ton expertise dans ton domaine au niveau des charbons de bois. Alors, j'ai fait déjà de nombreux stages quand j'étais en formation. Ouais. Ça, c'est obligatoire. On en fait tous les étés, on fait des stages, quoi. Hmm. Rémunéré D'ailleurs, ou c'est pas? ouvert à. Ah non, 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 non rémunéré. Ah non, Évidemment. faut pas exagérer. Non, non, en plus, des fois, tu payes même pour être logé et te nourrir hein, sur place quand même. Ouais, ouais. Mais bon, bah, c'est obligatoire, c'est puis pour se former, on n'a pas le choix. Mais Hmm. bon, tout le monde peut participer à un chantier de fouille, a priori. Alors ça Même c'est toi, si tu as envie un jour de le faire, tu peux demander. en bénévolat on peut, mais du coup c'est auprès de qui qu'on peut demander ça? Bah, il faut se renseigner sur, tu vois, tu tapes sur Google s'il y a des fouilles programmées dans n'importe quelle région où tu veux aller. Et tu fais une demande. En général, ça sera plutôt le CNRS pour le bénévolat. Ok. En général, l'INRAP, ils prennent plutôt des étudiants en archéologie. Alors là sur des photos j'ai un exemple de où t'as des graines aussi. Oui. Alors ça aussi c'était plutôt dans ton domaine, tout ce qui est ça Alors, c'est ça des fait plantes. partie de l'archéobotanique. Voilà. Ça s'appelle la carpologie. Ouais. Alors bon, moi, j'ai pas été dans ce domaine-là. Mais bon, j'ai eu quelques cours dessus quand même, qui permet quand même de les reconnaître quand tu les trouves. Ouais. Ouais, ça doit être chaud quand même, reconnaître des graines. Bah écoute, ça dépend parce que justement le site où j'ai été aux Émirats Arabes Unis, il s'en Ouais. était rempli, mais Ah ouais. rempli. Ah c'était horrible, j'avais des seaux de sédiments et il fallait que je sépare les graines de la terre avec un système de flottation et de tamis. Donc c'était très compliqué, j'ai fait ça pendant des jours et des jours. Parce que les graines elles flottent. Oui, les graines flottent et du coup la terre tombe, donc je les récupère avec un tamis. Et après il faut les faire sécher tout ça, mais j'en avais mais des tonnes. Ah ouais, parce que je vois sur une photo là, on voit justement juste le sol, des cailloux, de la terre, quelques petits Ouais. bouts noirs. On se dit ouais, purée pour faire le tri là-dedans. Ah ouais, après il faut faire le tri entre les charbons de bois et les graines. Oh là là. Alors, tu as des gros charbons, donc ça va, et tu as des mini charbons de quelques millimètres qu'il faut absolument, justement, aussi étudier parce que quand tu prends que les grands charbons, t'as pas une bonne image de la végétation. Il faut aussi prendre les tout petits charbons. Et du coup, vous en faites quoi après? Vous les analysez pour savoir quel type de plante il s'agit au Oui. spectromètre, j'en sais rien. Alors, pour les charbons de bois, on utilise un microscope Ouais. et on va les couper selon trois plans différents. Sur le plan transversal, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, une souche de bois. Mhm, Tu vois les cernes, ça c'est la coupe transversale. mhm. Et ça nous donne des indications justement s'il y a des cernes ou pas de cernes, parce qu'il y a des bois qui n'ont pas de cernes.
Et après, tu as deux autres coupes, le plan radial et le plan tangentiel. Bon, je vais pas entrer dans les détails, c'est un peu compliqué. Et d'après ces trois coupes-là, on remarque certaines choses anatomiques qui nous permettent d'analyser de quelle espèce il s'agit. Sacré boulot, je te confirme. Surtout quand tu as un petit charbon de 2 millimètres où les coupes sont très difficiles à faire. Donc voilà, donc ça c'est un exemple du boulot d'archéologue qui, justement, je voulais en venir au fait que bah, ça a rien à voir avec, avec Indiana Jones. Ah, mais Même, rien du tout. même au 19e siècle, au début de l'archéologie, où ils étaient un petit peu plus bourrins dans les fouilles. Oui, Euh, mais en fait, déjà, un point important qu'on voit tout le temps dans les films, mais qui n'existe pas, enfin, a priori, hein, tu vas me contredire si c'est le cas, mais ça n'existe pas tout ce qui est les temples piégés, avec des aventures cheloues, tu vois, t'as des pierres qui roulent, des sarbacanes qui sortent par les murs, des dalles piégées, des salles qui se referment sur toi, des pics, des puits de lave, des trous sans fond. Tout ça, ça n'existe pas. absolument pas. Voilà, parce que, bah, je sais pas, c'est absurde d'imaginer qu'on piège un temple. Je veux dire, c'est comme si tu piégeais une église, tu dis, allez, je vais aller prier, mais d'abord il faut que je saute une dalle, que je saute un puits de lave, que j'esquive une flèche, et hop, je peux aller à l'hôtel prier. Enfin voilà, ça revient au même en fait. Ouais. Par contre, juste une chose, à savoir si tu peux me donner confirmation, il me semble avoir vu ça dans un reportage ou je sais plus, mais il me semble quand même, point de vue système qui existait, les grosses portes en pierre énormes pour fermer les hypogées d'Égypte qui coulaient quand ils fermaient le tombeau. Je crois que c'était un système à sable. C'est-à-dire que tu avais la porte qui reposait sur des réservoirs de sable. Ils vidaient un bouchon, ce qui s'est coulé sur un autre réservoir, et du coup la pierre, tac, elle tombait parce que le réservoir s'est coulé, donc comme elle reposait dessus, elle glissait et elle tombait jusqu'au niveau du sol. Et ça fermait le tombeau. Oui. Voilà, donc ça existait bien par contre. Oui, oui. Bah Ouais. oui, les tombeaux étaient forcément scellés. Après, ce qu'il y avait, il n'y avait pas de piège à l'intérieur, mais Voilà, il y avait différents couloirs, différentes pièces, vides, tout ça pour un peu tromper les pilleurs, quoi. voilà. Mais il n'y avait pas de piège. Donc c'est ces portes qui se ferment plus ou moins toutes seules. C'est-à-dire c'est juste à la fermeture du tombeau. Ils n'ont aucun intérêt Oui, à attendre 2000 ans qu'un aventurier passe, appuie sur une dalle et que ça se referme derrière. oui. Voilà. Surtout qu'imaginons que de tels pièges puissent être fabriqués techniquement. Bon, admettons, avec des systèmes de torsion de corde un peu à la façon des scorpions romains ou des trucs comme ça. Même si ça existait, je pense qu'en quelques décennies ou siècles, tous les pièges s'auto-déclencheraient tout seuls par usure des matériaux en fait. Ah oui, c'est sûr, oui. Que ce soit les cordes ou le bois, il y a tout qui se défoncerait et puis Oui, tout serait cassé en fait. Donc ça pourrait pas tenir 2000 ans. Ou alors il faudrait des pièges 100% pierre, mais voilà quoi. oui. Non, mais ils vont pas se compliquer la vie à ce point-là, quand même, hein. Non, aucun intérêt. Donc voilà, tous les films d'aventure, c'est du mytho, c'est juste pour le cinéma. Oui. Donc revenons du coup un peu plus à la réalité, sur comment on organise une campagne de fouilles, qui décide quand fouiller, avec combien de personnes, un budget, combien de temps il faut pour préparer, et puis combien de temps ça prend après la fouille pour étudier ce qu'on a trouvé, quoi. Alors, tout dépend. Si on fait une fouille préventive, Mhm. donc déjà, tu as le diagnostic de l'INRAP qui détermine s'il y a des choses importantes sur le site ou s'il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien, on s'en fiche. Les gens peuvent faire leurs travaux, pas de souci. Mais si on découvre quelque chose, ça Mhm. va entraîner une fouille. Donc, la durée, ça va être par rapport à l'étendue du site. Plus il est grand, plus ça va prendre du temps. Mais bon, ça va être quand même assez rapide parce que les aménageurs derrière qui attendent pour faire leur construction Ouais, ils mettent sont la pas très pression. contents en général. Ouais, ouais. Voilà, donc faut faire quand même assez vite. Après, le nombre de personnes, c'est pareil, ça va dépendre du site. Mais en général, on est 10-15 personnes. Mhm. Ça peut être plus si le site est vraiment vaste. Après, bon, pour les budgets, en général, c'est l'aménageur qui paye, hein, Ouais. parce que c'est obligatoire, c'est la loi. Et pour tout ce qui est après les fouilles, donc si vous avez récupéré des objets, des trucs comme ça peut prendre longtemps après. Ah oui, oui, ah oui, il peut y avoir des études post-fouille qui prennent du temps, hein, plusieurs mois, oui. D'accord. Oui, parce qu'après, la fin de la fouille, on est obligé de faire un rapport Ouais. avec tout le détail de ce qu'on a trouvé, toutes les études, il faut tout faire. Ça c'est absolument essentiel de tout répertorier ce qu'on a fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'archéologie, c'est aussi une destruction du site archéologique. Oui, Donc c'est pour ça oui. qu'en tant qu'archéologue, il faut absolument tout photographier, tout noter, parce que c'est une destruction définitive du site.
Bah, sauf si après c'est prévu, enfin éventuellement de le restaurer en partie ou Ah de oui, le sauf si on préserver. tombe sur un truc vraiment génial. Dans ce cas-là, bah oui, les travaux sont annulés et oui, le site est préservé. Hmm. Mais bon, ça arrive rarement quand même. Ouais, bah, j'avais vu des postes en ce moment, je crois que c'était l'INRAP qui recrutait, mais c'était souvent des chefs d'équipe de fouille. Donc faut déjà Oui, un oui, oui. niveau, voilà, Ah oui, faut un niveau quoi. Mais ouais, ils ont prévu de faire pas mal de remplacements de postes bah oui, parce que dans les là, tous ceux prochaines qui années. arrivent, oui, parce que vers la fin, je pense que ça doit être assez difficile quand tu as 50, 60 ans. Déjà, moi, j'avais très mal au dos Ouais. quand j'y étais, donc oui, à la fin, ça va être difficile. Bah, du coup, c'est l'occasion de parler un petit peu des difficultés liées au métier en fait. Qu'est-ce qui, Mm. donc la posture peut-être, les mal de dos, tout ça, qu'est-ce qui peut être pénible durant les fouilles? Bah alors, ça, c'est sûr que c'est un métier extrêmement physique. Parce que bon, bah, ça consiste à, bah, on utilise des pelles, des pioches, on porte des seaux de 10 litres, on traverse avec des brouettes tout le site pour jeter la terre. Donc c'est très physique. Hmm. Donc oui, en général, on a mal partout après. Aussi, des fois, on est dans les postures toute la journée. Quand tu fouilles une tombe, t'es à genoux toute la journée, donc t'as très mal aux genoux. Ouais. Et alors le pire, c'est aussi la gestion de la météo. Ah oui, c'est des dehors. Oui, on est dehors constamment. Donc bah, on doit fouiller sous la pluie, sous la neige, en pleine canicule. Enfin, c'est pas facile, quoi. Sous la neige, Quand t'as la terre, ça va être chiant parce qu'en plus la neige a bah déblayé oui, en plus de la terre quoi. voilà, tu déblayes la neige avant de creuser. Et il y a Et pas alors le pire, moyen c'est de quand la mettre, terre elle est gelée. y a pas moyen de mettre des Alors une bâches fois ou des qu'on a tentes commencé, au-dessus. oui, si, une fois qu'on a atteint la zone qu'on veut fouiller, on met des bâches après parce que sinon, oui, on s'en Ouais. sort pas. T'as une Oui, photo d'ailleurs, je crois que tu m'as envoyé là, oui, on voit oui. les petits, bon, les trucs en plastique pour éviter la boue là, pour marcher dessus, et Mm. une bâche sur les côtés. Je pense que vous les rabattiez à chaque fois tous Oui, les oui, jours. c'est ça. Tous les matins on enlevait, le soir on remettait tout. Ouais. Et pour ce qui est tout ce qui est donc les tranchées, des profils stratigraphiques, et tout ça là, en quoi ça consiste en fait ce genre de prélèvement? Bah, c'est juste pour pouvoir en fait étudier le sol selon les couches stratigraphiques. On voit si en fait l'homme a été intervenu ou si c'est naturel. Hmm. Donc ça permet bah, de repérer si c'est un site archéologique ou pas. Si tu vois que c'est complètement naturel, bah tu touches pas. Et sinon des fois tu vois des trous de poteaux, tu vois en fait des choses qui ressortent. Tu vois des traces dans le sol, c'est plus foncé et il se passe quelque chose. Ouais, ça Tu j'en vois avais un rouille parlé. foncé, tu te dis ah tiens un trou de poteau. C'est ce que j'avais parlé un peu aussi d'après les photos aériennes dans mon premier Archéolocrix, qui peut être guidé Oui, déjà où aller fouiller un petit peu. Tiens, là, il y a peut-être un mur. ouais c'est ça. Alors du coup, vous attaquez directement à la pelleteuse, mais il n'y a pas de risque. Oh merde, j'ai défoncé un mur là à la pelleteuse. Bon, en général, déjà aussi, on fait des relevés avant avec des radars, des trucs comme ça. On passe sur D'accord. le sol. Mais on y va doucement à la pelleteuse. Hein. On enlève à chaque fois quelques centimètres seulement. Hein. Ah ouais. Donc, on passe la pelleteuse des dizaines de fois pour pouvoir arriver des fois au site. Hein. D'accord, d'accord. Ça, moi, je détestais, c'est la partie la plus chiante pour un archéologue, de suivre la pelle et de dire au mec qui est dans la pelle, oui, tu creuses encore, tu creuses encore. Ah, ça, tu le suis la pelle toute la journée, c'est fatigant. Ouais. Avec le bruit et tout. Ouais. Ah oui, bah, d'ailleurs, on a des casques anti-bruit parce que c'est juste horrible. Ouais. Mais ouais, ça, c'est la partie la moins intéressante du travail. Après, on est content quand on peut fouiller à la truelle, tout ça, parce que, Quand il y a 2 mètres à fouiller, à creuser avant, ouais, bah ouais, les premiers jours d'une fouille, c'est comme ça, tu passes des journées entières à suivre la pelle pour lui dire de creuser tout doucement et hop, tu t'arrêtes dès que tu vois quelque chose. Et ouais, c'est pas la meilleure partie du travail. Donc, pénibilité de posture, de temps, Oui, de bruit, oui, oui. les accidents. Ah, bah, ça arrive, hein, qu'on se blesse, c'est sûr. Hein. Un petit coup de pelle, un petit coup de pioche, ça peut arriver. Oui. Oui, En général, c'est pas. tiens, un coup de pelle dans ta tête. Pouah. Bon, non, en général, on se le fait soi-même, hein, c'est pas les autres. On se débrouille pour se blesser soi-même. Mais ouais, bon, on fait pas de choses graves en général. Hein. Hmm. Mais bon, oui, ça arrive. Hein. Accident de On se brouette. coupe aussi des fois sur des silex. Moi, ça m'est arrivé de me couper sur un silex très tranchant, Hmm. malgré que j'avais un gant quand même, hein, faut le dire. Avec le gant, ah ouais. Ouais. Ah ouais, on a deux sortes de gants. On a des gants en cuir et des gants en tissu. Et là, pour la fouille fine, j'étais avec les gants en tissu. Bah, là, ça a traversé. Hmm. Donc, ouais, quand j'étais allé sur le. On était retourné finalement avec l'INRAP justement sur le site du dolmen là.
pour Oui. voir un petit peu le site. Et il y avait un étudiant qui était avec nous, il parlait un peu de son expérience aussi de terrain, et il parlait effectivement d'un accident de brouette qu'il y avait eu, quelqu'un qui était en descendant une planche, tu sais, tu mets la Oui. brouette, la roue Oui. qui passe sur la planche, bah la roue est partie hors de la planche, donc elle s'est cassée la gueule sur quelqu'un, quoi. Ah oui. Voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé de renverser la brouette avant d'arriver au tas où il fallait que j'aille. Mais bon, des fois, t'as des brouettes très lourdes et oui, T'as plus qu'à un recommencer. petit accident de terrain et pouf, ouais, voilà, faut tout ramasser. Donc oui. Autre que les accidents et tous les trucs techniques comme ça, peut-être parler un peu du fait que la filière, finalement, elle n'est pas très mise en valeur aux questions du financement, que les salaires sont pas forcément super hauts, etc. Qu'il y a peu de recrutement. Oui. Oui. Bah moi, la preuve, c'est que bah, sur des années, je n'ai fait que des CDD. J'ai jamais pu avoir de CDI. Ouais. Donc ça, c'est assez pénible. Tu cherches des contrats tout le temps. Donc sur une Quand vingtaine t'as l'INRAP, d'années que des CDD, ouais, c'est vrai que c'est chaud. ah ouais, non, c'est chiant. Et Et des quand t'es à CDD de l'INRAP, combien de temps? bah ça dépendait. C'était 3 mois, 6 mois, des fois presque un an. Mais tu sais, ils essayent de couper le CDD avant, tu vois, qu'ils se débrouillent pour qu'on fasse pas un an complet, pour qu'on ça justifie pas des CDI. Ah Ouais, ouais, ils font exprès. dès qu'il y a un chantier, quoi, en fait. Tu changes à chaque chantier. Voilà. Ouais. Du coup, Et- ce qui est bien, c'est que tu vas un petit peu partout en France, hein, ça c'est sympa, mais bon, mais c'est entre sûr qu'un deux, du CDI, c'est coup, quand même plus agréable. entre deux chantiers, qu'est-ce que tu fais? Tu attends qu'on t'appelle ou c'est toi qui vas chercher les chantiers pour Ah, dire, je suis là, prenez-moi? quand t'as de la chance qu'on t'appelle, c'est bien, mais la plupart du temps, il faut quand même que ce soit toi qui cherches les chantiers, hein. D'accord. Bon, c'est un travail qui est quand même mal payé, faut dire. À l'INRAP, on est très mal payé. Quand on commence, on est technicien de fouille de base. Mhm. Moi, j'étais payé 1 250 € par mois. Net? Oui, net. Ouais. Donc, alors que quand je travaillais au CNRS, bon là, j'avais un statut d'ingénieur pour l'anthracologie. Mhm. Là, j'étais payé 1 700 € net. C'est quand même une Ouais. grosse différence. Bah, c'est le niveau ingénieur après. Ouais. Enfin, quand tu te dis que tu commences quand même à l'INRAP, en général, on a tous plus ou moins des masters et tout, on a fait 5 ans d'études, c'est pas beaucoup 1 250 € quand même. Ouais, et puis c'est pas trop prévu de remonter les prix, enfin les prix, les salaires de Ah sitôt, non. quoi, hein. Mais je le vois hein, sur des groupes, hein, je suis sur quelques groupes d'archéologie. C'est vrai que ça revient souvent, hein, la question des salaires. Ouais. Et quand t'es en CDD, t'as aucune prime, quoi. Parce qu'on pourrait avoir des primes pour la météo, ce genre de choses. Rien du tout, t'as pas de prime. T'as juste un défraiement quand t'es loin de chez toi pour te payer un peu ta nourriture et ton logement. Il n'y a même pas de prime de risque malédiction, ça craint, quoi. Bah ouais. Si on doit parler quand même des bons côtés, parce qu'il doit y en avoir. Ah bah oui, bah Parce que depuis déjà tout à c'est la l'heure, on passion, casse le quoi. métier là, mais bon, parlons un peu des choses cool quand même. Ouais, non, c'est déjà l'archéologie, c'est une passion, hein. Tu fais pas ça par hasard. Hmm. C'est juste, enfin, moi, quand je suis sur un site, je trouve des choses, je me dis, mais c'est quand même incroyable, quoi. Ça a des milliers d'années, je tiens quelque chose qui a des milliers d'années dans les mains. Et le plus extraordinaire, c'est quand tu fais la fouille d'un squelette. Je Ouais. te dis, je suis en train de parler à un humain qui était là des milliers d'années avant moi. Oui, parce qu'en général, moi, je parle à mes squelettes, hein. Je trouve ça plus agréable pour les fouiller. J'ai l'impression de Salut, violer un comment peu ça leur va? intimité. Comment tu es mort? Donc, je te leur parle. Alors du coup, ça c'est bon à savoir, quand vous fouillez une nécropole, qu'est-ce que vous faites des squelettes après? Est-ce que vous réenfouissez tout avec les corps encore là, ou est-ce que vous les prenez pour faire des analyses encore sur les corps, etc. Alors, en général, on les prend pour faire des analyses. Ouais. Parce que, bon, les os, ça peut renseigner pas mal de choses, hein. Maintenant, avec l'ADN, tout ça, on peut Mhm. connaître des choses sur les maladies, tout ça. Et même sur Et la plupart les du profils, Oui, les profils génétiques, tout ça. profils Enfin, génétiques des ouais, populations, etc. Ouais. voilà. Donc, ça donne plein d'infos. Mais après, normalement, la plupart du temps, on les remet en terre, quoi. D'accord. On, Donc vous on les les laisse prenez et vous les tranquilles. remettez ensuite. Oui. D'accord. À part si on en garde quelques-uns qui sont extraordinaires ou quelque chose, mais en général, on les remet en terre, oui. Bah, par respect, quand même. Moi, c'est Oui, bah des oui, humains, c'est hein. pour ça aussi que je me pose la question. Mais voilà quoi. Bon, on a bien piqué les momies pour les mettre dans des musées. Par contre, ça là, Ouais. Bon, mais on va dire que là, c'est des cas extraordinaires. Puis dans les musées, c'est hmm, quand même pas si mal de finir dans un musée. on va dire ça. Ouais, on reste un peu éternel comme ça. Ouais, en plus, même quand ils ont déménagé le musée du Caire, là, dernièrement, ils ont fait toute une procession des pharaons pour déménager d'un musée à l'autre. Grande cérémonie et tout, comme si c'était Ouais. encore les grands pharaons de l'époque. C'était énorme.
À part ça, je présume que tu as beaucoup voyagé aussi, enfin peut-être, je sais pas. Alors, j'ai beaucoup voyagé en France. Ouais. J'ai été en Bretagne, j'ai été dans le sud, j'ai été dans les Ardennes, bon, bah, l'Île-de-France, parce que c'est chez moi. Mhm. Et par contre, le seul voyage que j'ai eu la chance de faire à l'étranger, c'est les Émirats Arabes Unis. D'accord. Alors c'est le seul que t'as fait à l'étranger. Ouais, En plus, tu prends un pays méga chaud, quoi. Super. ouais. Dans le Et désert. après ce méga show, j'ai enchaîné sur les Ardennes où on s'est tapé de la neige et des gelées. Mais bon. Ah oui, bien. Vive l'enchaînement. Alors du coup, aux Émirats Arabes Unis, il y a quoi à fouiller? Alors, alors, eux, ils font vachement attention à leur patrimoine parce que pour l'instant, ce qui leur amène de l'argent, c'est le pétrole. Ouais. Mais ils savent que dans le futur, il n'y en aura plus de pétrole. Donc, ils mettent en avant tous leurs sites archéologiques. Ils fouillent tout, quoi, là-bas. C'est incroyable. Et ils ont pas mal de choses, quand même. Moi, j'ai fouillé le bâtiment d'un fort qui avait été complètement incendié. Donc, avec des milliers de charbons, des milliers de graines calcinées. Donc, Ouais. Forcément. non, il y a pas mal aussi. Il y a des tombes, des nécropoles. Et, ouais, non, il y a pas mal de choses là-bas, hein. Et du coup, c'est quelle civilisation aux Émirats Arabes Unis? Enfin, si on remonte vraiment loin, hein, parce que sinon, je sais que c'est la civilisation arabe à partir du premier millénaire, quoi. Mais, Période pré-islamique récente. ouais. Après, ça correspond, tu vois, à l'âge du fer, l'âge du bronze en France, des choses comme ça. Mhm. Mais moi, celui que j'ai fouillé, ça datait de la moitié du IIIe siècle au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Même s'il y avait du commerce, parce qu'on a quand même retrouvé des choses qui n'étaient pas de la région. Donc, on a des preuves quand même de commerce. Avec des pièces, tout ça, là, c'est les photos des pièces que tu m'as montré là? Ouais, mais même avec le bois, parce on a retrouvé des espèces de bois qu'on trouve pas là-bas, bois qui ne poussent pas là-bas. Ah bah oui, ils faisaient venir du bois pour leur construction, ce genre de truc. Ah, pas pour les constructions, tu vois, il y avait je pense qu'ils achetaient plutôt des objets. J'ai trouvé des peignes en bois. Ah, C'était du buis. Et du buis, il n'y en a pas aux Émirats. ouais. D'autres sites un peu, si tu veux en parler d'autres que tu as fait en France? Alors en France, en France, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la nécropole gallo-romaine, Ouais. en Île-de-France. J'ai adoré. Moi, j'adore fouiller les squelettes. J'avoue que c'est vraiment très agréable. C'était Déjà, celle c'est dans de la les fouille salles? fine. Oui. Ouais, c'est celle qui était. Voilà. Le coup extraordinaire, j'habitais à côté de là où a fouillé Tanis. Autant c'était à la même époque, ça se trouve. Enfin, bref. Ah, oui. Enfin, non, je suis parti de là-bas. Attends, j'étais à Étréchy. Je suis parti. Ouais, non, c'était avant 2000 quand même. Ah ouais, non, moi j'ai 2000 au fouillé là. 2001, ouais, je suis parti de là-bas, donc ouais. Moi, je crois que ouais, j'étais en 2011, je crois. J'ai fouillé là-bas, oui, non. Hmm. Ouais, et du coup, il y avait combien de squelettes dans cette nécropole? Alors, je me souviens plus, mais on avait plusieurs dizaines, hein, il me semble. Hmm. On avait un peu de tout. On avait aussi des enfants enterrés. Ouais. Et quand c'est comme ça, vous les prenez tous ou juste quelques-uns pour échantillonnage? Parce que ça fait beaucoup quand même à déménager des dizaines de squelettes. Bah, ouais, on les prend tous parce que de toute façon, le site va être détruit. Ah Donc, ouais. si on veut les enterrer, c'est ailleurs. Parce que là, Ah, le but, c'était de faire un rond-point, enfin, changer la trajectoire de la nationale, tout ça. Donc, ça d'accord. aurait été détruit complètement par la route après. Bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter autre chose. Parce que moi, là, on a fait un tour très rapide, voilà, en 40 minutes, ce qui est bien. Mais si tu Mhm. veux rajouter des détails, peut-être que ce soit en bon ou moins bon sur tes expériences, te gêne pas, vas-y. Bah, écoute, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que l'archéologie, c'est quand même pas très mis en valeur, je trouve, en France. Clairement, ouais. On a un patrimoine juste génial, on a des tonnes de choses enterrées dans le sol. Mm. Et franchement, on met pas le paquet dessus, quoi. Et c'est vraiment dommage quand je vois les Émirats, ce qu'ils font en prévention de ce qu'ils vont plus avoir d'argent pour le pétrole, ils mettent le paquet. Et nous, en France, on détruit tout, quoi. Donc ça m'énerve un petit peu. Ah ouais, ouais, je comprends. Surtout qu'on a. Non, en plus, on a un patrimoine riche, mais depuis Ouais. très très longtemps. Oui. Donc, même depuis le paléolithique, depuis les peintures rupestres jusqu'au gallo-romain, Oui. puis Mm. toutes les périodes médiévales, enfin, ça n'arrête pas en fait, c'est extrêmement riche, toutes périodes Oui. confondues. Donc, eh oui, c'est dommage. Est-ce que tu as une idée à peu près du nombre d'archéologues qu'il y aurait en France actuellement, qui auraient
un diplôme d'archéologue en fait, donc considéré comme archéologue. Alors, je crois que ceux qui sont actuellement en fonction, c'est environ 2000. 2000, Ouais. ça paraît Et pas, beaucoup et pas c'est pas beaucoup en même beaucoup, non. temps. C'est pas beaucoup parce que des petits pays comme le Japon ont des fois beaucoup plus d'archéologues que chez nous. Ah ouais? Oui. Non, c'est pas beaucoup 2000, hein. Et sur les 2000, tout le monde n'est pas en CDI, hein. Et Il y en a beaucoup qui sont sous contrat en CDD, c'est ça le comme ça ils problème. sont vite virés. Eh oui. Donc c'est 2000 archéologues, dont 1500 en situation précaire, quoi. Bon, peut-être pas autant, mais il y en a quand Une même pas bonne mal. moitié. Ouais, tu parles du Japon, mais c'est marrant. Mais je lisais un article sur les Kofun il y a quelques jours. Donc c'est les tombes des empereurs japonais, hein, les anciennes tombes Ouais. en forme de trous de serrure. Et ils n'ont pas le droit de les fouiller parce que ça a un caractère sacré toujours actuellement, vu que c'est les tombes des empereurs. Ah ouais. Et ils peuvent pas les fouiller. En fait, la plupart des Kofun sont encore vierges. Et c'est la croix et la bannière pour avoir une petite autorisation de fouiller dans le périmètre quelques trucs. Donc voilà. Et Bah encore oui. tout ça, si un jour la restriction se lève, il y aura encore plein de choses à voir dans les Kofun, quoi. Bah oui. Bah écoute, si on a tout dit le principal sur le métier d'archéologue, je pense qu'on a fait quand même le bon tour hein, sur de la Oui. formation à la réalité du terrain. Donc si t'as rien d'autre à rajouter, Bah écoute, non, je pense que c'est bon. bah super. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ce petit podcast. Et Bah puis merci à toi surtout, hein. peut-être une prochaine fois, on sait jamais si on veut blablater sur un autre sujet. Ça pourrait arriver un Ouais. jour, on verra bien. Oui. Allez, merci et puis ciao, à la prochaine. Salut.